vous allez toutes bien. Et avant de commencer ce nouvel épisode de podcast, je voulais vous préciser qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et non, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais par contre j'ai décidé de vous chouchouter en vous proposant une offre flash spéciale. C'est dur à dire ça, hein. Une offre flash spéciale à moins 50% de réduction sur le pack Power Mama. Alors le pack Power Mama, c'est quoi? Ça comprend le programme Objectif Naissance pour oser son accouchement naturel. Ça comprend le programme Oxygène pour bien respirer pendant les contractions et ça comprend le programme de la bulle avec une visualisation complète de l'accouchement physiologique. Tout le pack est à moins 50% jusqu'à mercredi soir seulement. Donc, si tu as envie d'accoucher sans péridurale, c'est vraiment le bon moment pour en profiter. C'est le pack qu'il te faut. Et c'est valable uniquement sur la version en autonomie. Donc, tu as tout de suite accès à tes packs et tu peux aller commencer à transformer toute ta vision sur l'accouchement pour t'offrir l'accouchement que tu souhaites. Tu trouveras le lien pour accéder à ce pack dans le descriptif de l'épisode. Et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Anaïs. Bonjour Marina. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Alors, toi, tu as eu une petite fille, c'était ta première fille. Elle a quel âge aujourd'hui au moment où on tourne? Au moment où on tourne, là, elle va avoir 4 mois la semaine prochaine. Oh. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, du coup, moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans. Je suis mariée et en couple avec Clément. On essaie d'avoir un enfant depuis 2018 où j'ai eu mon diagnostic de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on a arrêté la contraception suite à ce diagnostic-là parce qu'on savait que ça serait plus compliqué. En 2022, on s'est dit qu'on voulait vraiment accélérer les choses parce que ça faisait 4 ans qu'il s'était passé quelque chose couche, mais il n'y avait pas eu de grossesse qui était allée à terme. Donc, on a commencé un parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Donc, on a fait 1 an de stimulation ovarienne. Au bout d'1 an, les médecins nous ont dit que ça ne fonctionnait pas, donc on allait passer en FIV, mais qu'ils ne faisaient pas de FIV en juillet-août, période de vacances scolaires. Donc, on devait attendre septembre pour faire la première ponction ovarienne. Et je suis tombée enceinte de Chloé en août. Donc, naturellement. Naturellement, en attendant le passage pour la fille. Ouais, donc j'imagine une belle surprise après toute cette attente. Après toute cette attente, toutes ces années à essayer d'avoir un enfant, oui, c'était une belle surprise. Et on était surtout très contents que ce soit venu naturellement, sans avoir eu à faire tout le parcours FIV, qui est quand même beaucoup plus contraignant que déjà les stimulations ovariennes. C'est déjà un long processus, surtout pour la femme. Ouais. Puisque c'est des piqûres d'hormones tous les jours, des échographies et des prises de sang tous les 2 jours pour contrôler l'évolution des ovaires et des ovules potentiels. Donc, c'est ultra contraignant. C'est des rapports programmés, donc c'est un peu la vie de couple. Mais bon, la FIV, c'est un autre level quand même. Donc, on était bien contents qu'elle soit arrivée toute seule. Ouais, tu m'étonnes. Donc, du coup, heureuse de la grossesse, t'avais un peu peur de la fausse couche, j'imagine? J'avais peur de la fausse couche au début, donc on en a parlé qu'à nos parents au tout début. Ouais. Qui étaient au courant qu'on avait eu des fausses couches, donc ils se sont dit on ne s'excite pas trop. Mais bon, là, par rapport aux autres fausses couches que j'avais pu avoir, là, l'avantage, c'est que vu qu'on était dans un parcours PMA, on a eu beaucoup de contrôles précoces. Et une première échographie à 6 semaines d'aménorrhée, une à 10, pour permettre de voir extra-utérine, intra-utérine, et puis aussi de voir si l'évolution, si le fœtus était bien implanté correctement au niveau de l'endomètre, ou s'il y avait un risque de fausse couche plus avéré. Donc, c'était aussi plus rassurant. Donc, au final, on n'a pas eu trop peur, même si j'avoue que jusqu'à 26 semaines d'aménorrhée, où c'est à peu près viable en préma, on faisait attention et on n'en parlait pas trop à tout le monde et on ne faisait pas des gros achats. Ouais, donc oui, ça a duré quand même assez longtemps, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est tous les parents qui ont du mal à avoir des enfants mais qui vivent des fausses Ouais, j'imagine, ouais. Je pense aussi, au bout d'un moment, bon, se dire, pour le moment, c'est là, on ne sait pas combien de temps ça va rester, quoi. Tout à fait. Et donc, par rapport à ta grossesse, par rapport à ton accouchement, est-ce que tu avais des envies particulières? Moi, j'avais pas forcément d'envie plus que ça. Je voulais une voix basse, ça je le savais.
De par les récits de mes copines, puisqu'à partir du moment où on est enceinte, on a tous les récits les plus catastrophiques de la planète. Moi-même, avant d'être enceinte, vu que je voulais un enfant depuis longtemps, j'avais déjà tous les récits catastrophiques de la planète. Ok. J'ai notamment une bonne amie à moi qui a accouché, qui a été déclenchée à 38 semaines parce que diabète gesta, bébé macro et elle avait trop de liquide amniotique, donc ils l'ont déclenchée à 38 semaines. Ils l'ont déclenchée le lundi, elle a accouché le vendredi matin, donc bon, voilà, par césarienne. Et surtout, ce qui m'avait choquée, c'est que la péridurale n'avait pas fonctionné pour elle. Et donc, à partir de là, je me suis dit, c'est un risque, Mm. je me prépare à ne pas la prendre. Ok. Du coup, je savais que dans les envies, il y avait être prête à tolérer la douleur pendant l'accouchement. Ok. Mais à la base, c'était pas forcément ton premier souhait, du coup, d'accoucher sans péridurale. Non, non. C'était juste, je voulais être prête à toutes les possibilités. Ok. Comment tu t'es préparée alors pour cet accouchement? Euh, Ma maternité est plutôt portée physio. Hein. Donc, il m'avait proposé dès le début, sachant que mon parcours, etc., il se doutait que ce serait une grossesse assez stressante. Donc, il m'avait proposé une préparation avec méditation en pleine conscience, Mm. qui est plutôt ultra ouvert d'esprit. Donc, c'est passé ça. Et en fouillant sur Instagram, je scrollais sur deux, trois trucs, sur ce que font les Américaines, sur machin. Et je suis tombée sur une petite pub pour un petit challenge accoucher sans péri. Et là, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire au pire des cas, ça me sert pas. Et puis voilà. Oui. J'ai fait du coup ta semaine de challenge. Et la semaine n'était pas finie que j'étais déjà inscrite à Objectif Naissance, puisque je me suis inscrite le jeudi. Ouais. Le jour d'ouverture des inscriptions. C'est ça. Au début, mon mari était pas du tout chaud pour, parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de se préparer aussi tôt. Ouais. Je l'ai pris un peu contre son avis. J'en ai parlé avec beaucoup de copines qui m'ont dit que de toute façon, bah, je voulais tellement être enceinte, je voulais tellement cette grossesse. Au pire des cas, c'était pas dramatique. Pour cette grossesse, je faisais le maximum. Donc, je me suis inscrite en mode VIP, du coup, pour avoir accès Ok. Mais du coup, pendant le challenge, tu as eu un déclic de ah bah finalement, maintenant j'ai envie plutôt d'accoucher sans péridurale, alors qu'avant tu étais plutôt ouverte à tout. Je me suis surtout dit que si je voulais accoucher sans péridurale, me donner euh, tous les outils pour pouvoir le faire, bah, il fallait je n'arriverais pas à être accompagnée juste par ma sage-femme qui était ouverte, mais qui proposait pas de préparation plus que ça. Elle était ouverte juste parce qu'elle a fait de l'humanitaire, donc elle a accompagné des femmes qui ont accouché sans péri, mais par nécessité, pas par envie. Ouais. Euh, la maternité était plutôt ouverte aussi sur un projet sans péri, même si bon, quand c'est un premier bébé, on vous regarde un peu en vous disant, vous savez pas ce que c'est, donc de toute façon, on a péri comme tout le monde. Euh, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une autre solution pour être prête à accoucher sans péri. Ok. C'est dans cette optique-là que j'avais pris le programme. Je m'étais pas dit, je vais absolument accoucher sans péri, mais je m'étais dit, si je veux ne serait-ce qu'essayer, il faut que j'ai des outils. Et à l'heure actuelle, personne ne nous propose vraiment, à part les points d'acupression qu'on nous montre en cours de prépa, on ne nous montre rien du tout pour nous aider à gérer la douleur, quoi. Mm. Et du coup, dans ton parcours dans Objectif Naissance, donc déjà, tu es arrivée assez tôt. Oui, T'étais à quoi? 4 mois de grossesse? ouais. Ouais. Donc j'avais 7 mois d'objectif naissance à peu près. Ouais, 5 mois avant la naissance et puis le suivi derrière. Le fait d'être dans Objectif Naissance, est-ce que tu es resté sur ton optique de bah, moi, péri, pas péri, peu importe, mais je veux avoir tous les outils, ou ça t'a donné envie petit à petit peut-être d'accoucher vraiment sans péridurale et que c'est devenu plus ta priorité ou pas? Mais déjà, le fait d'avoir écouté pas mal de podcasts, du coup, parce que du coup, j'avais vu tes podcasts et donc, du coup, j'ai écouté tous tes podcasts, plus les autres mamans du groupe. J'avais envie d'accoucher sans péridurale. Mm. Euh, Après, j'avais un petit bémol, c'est que j'ai toujours eu peur du déclenchement. Mm. Par épigénie, je savais que c'était plus ou moins possible parce que j'ai été un bébé déclenché. Ma mère a failli être déclenchée aussi pour ma petite sœur. Elle est arrivée toute seule quelques heures avant l'heure du déclenchement. Donc, je, je savais que sur un déclenchement, en écoutant les podcasts, ce serait plus compliqué Mm. d'accoucher. Donc, je m'étais toujours un peu dit, s'il y a un déclenchement, pas sûr. Oui, bah Mais après en même temps, ouais, c'est compréhensible. Enfin, normal, moi, je m'imaginais de plus en plus, grâce au programme, à tout ce que tu nous apprends.
sur comment est-ce que la douleur arrive, comment est-ce qu'on doit l'appréhender, qu'est-ce qu'on peut faire pour la gérer. J'avais envie d'accoucher sans péridurale. Je me disais vraiment que c'était la bonne solution, Mmh. la solution pour donner la naissance la plus fluide et la plus douce pour ma fille. OK. Donc, tu es passée de je veux accoucher plutôt avec péri, mais au cas où je veux être prête, si la péri marche pas, à accoucher sans péri, à bah finalement je veux accoucher sans péri et au cas où je la prendrai quoi. C'est ça. Il y a un petit switch quand même. Et par rapport à la césarienne, tu étais prête, pas prête à envisager cette possibilité-là? Je l'avais envisagé parce que, on en entend de plus en plus parler. J'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui ont des césariennes. Donc, j'étais plus ou moins préparée et je l'avais mis dans le projet de naissance. Ouais. Projet de naissance, j'avais une partie pré-travail, une partie accouchement normal, voix basse, Ouais. et une partie accouchement césarien. Ok, bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton accouchement? Oui, je vais juste recadrer un petit peu le contexte. Vas-y, oui. Du coup, vu que j'étais dans l'objectif naissance, j'ai intégré en même temps qu'un groupe de copines qui accouchaient en même temps que moi. Il y avait Caroline et Elena. Et du coup, il y a une de ces mamans qui avait exactement la même date d'accouchement que moi et qui a accouché 5 jours avant notre date d'accouchement prévue et qui a perdu son bébé. Donc, du coup, ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on pensait psychologiquement pour envisager d'accoucher ou après cet événement-là. Et du coup, j'ai fait du dépassement de terme, comme beaucoup de mamans du programme ce mois-ci. On Vous est vouliez plus accoucher du coup. Parce bien. que voilà, la maman qui a perdu son bébé, l'a perdu vraiment pendant l'accouchement. C'était, enfin, ça reste rare, mais ça arrive. Voilà, il y a eu un décès, un bébé mort pendant l'accouchement, à terme, à la maternité. Enfin voilà. Oui. Donc, du coup, il y a eu 2 réactions dans le groupe, a priori, hein, sur les mamans de mai. Il y en a une qui, du coup, a accouché tout de suite. Elle a accouché bien en avance. Elle a accouché le 24, elle a accouché avant nous toutes. Et puis après, les 3 autres, on a un peu gratté, quoi. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon terme était prévu le dimanche 12 mai. Sauf que je ne voulais pas aller faire un contrôle de maternité en plein milieu du week-end, donc j'ai pris rendez-vous pour le lundi. 1er contrôle de terme, tout allait bien, mon col était fermé, pas de problème au niveau des urines, assez de liquide, battement cardiaque normal. Donc bon, ils me disent juste: «Bon, votre col est fermé, donc a priori, c'est pas pour tout de suite, quoi». Donc je rentre chez moi. Moi, j'étais à fond, je faisais mon ballon, je mangeais mes dattes, je buvais ma tisane de fleurs, de feuilles de framboisier, enfin, j'essayais de bouger un maximum. Je faisais pas mal de yoga prénatal encore, je faisais des squats, de la marche asymétrique, je montais, je descendais des escaliers. Enfin, j'essayais vraiment, au maximum de faire venir ce bébé. Le mercredi, du coup, ça a été le contrôle suivant, donc J+3. Donc là, mon col s'était partiellement ouvert. La sage-femme pouvait passer un doigt. Au niveau urine, quantité de liquide, tout allait bien. Du coup, on m'a proposé de faire un décollement de membrane. Le décollement de membrane, on en parle un peu dans l'objectif naissance. Moi, de par mes recherches personnelles, j'étais pas forcément pour parce que je savais que bon, ça fonctionne pas forcément. Enfin, dans 60% des cas, ça fait rien du tout. Donc, en gros, et ça peut être douloureux. Donc, mon avis de base était plutôt contre. Et j'ai vu l'obstétricienne qui faisait la préparation en méditation, qui est passée et qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais peur, etc. J'ai expliqué que j'avais pas envie d'avoir mal pour un acte qui n'allait pas fonctionner. Et du coup, elles m'ont dit qu'elles allaient faire doucement si je le voulais, sinon on n'en faisait pas et puis c'est tout, on en reparlerait à la prochaine visite, etc. Donc j'ai appelé mon mari, elle m'a laissé le temps de le consulter et on s'est dit qu'entre un décollement de membrane et un déclenchement, on avait plus peur d'un déclenchement. Donc on allait tenter notre chance avec un décollement de membrane. Donc la sage-femme a été ultra douce, j'ai quasiment rien senti, mais ça a fonctionné un peu puisque j'ai eu des contractions dans la foulée. Par contre, les contractions se sont estompées dans la nuit qui a suivi. Du coup, me voilà le vendredi, contrôle terme J+5. Et là, c'est pas le même discours. Enfin, globalement, il n'y avait pas de problème dans mes urines.
J'étais toujours ouverte à peu près pareil, à un doigt et demi, mais pas vraiment. Enfin, j'avais le col mou et court, mais ça avait pas beaucoup bougé par rapport au mercredi. Et par contre, on commence à me dire: «Vous avez trop de liquide amniotique». Donc bon, jusque-là, on m'avait pas trouvé de problème ni rien. Il faut savoir qu'ils m'avaient trouvé un diabète gestationnel au HGPO. Par contre, en faisant le contrôle, quotidien avant et après repas, tous mes résultats étaient normaux, même en mangeant un gros McDo. Donc pour moi, j'avais pas de diabète gesta. Mmh. Pour eux, c'était forcément un diabète gesta. C'est ce qui explique le fait qu'il y avait trop de liquide et du fait qu'il y ait trop de liquide, Chloé, du coup, n'appuyait pas contre mon col et donc n'aidait pas au déclenchement de l'accouchement. Donc bon, on me dit que, bah, là, de toute façon, on est à la fin, on Mmh. va pouvoir attendre, même si moi, j'étais pas d'accord avec la date, initiale de conception, trouvée à l'échographie, la première échographie. Parce que vu qu'on était en parcours PMA, on notait quand même assez régulièrement nos rapports. Donc je savais très bien qu'il n'y avait pas eu de rapport dans les 5 jours précédant leur date, donc c'était une conception n'était pas possible et Mmh. puis, heu, techniquement, ils ont calculé sur un cycle de 28 jours. Moi étant SOPK, j'ai pas les cycles de 28 jours, donc je n'avais même pas ovulé au moment de la date de leur date de conception. Mmh. Donc pour moi, c'était dur à accepter parce que pour moi, mon bébé, il n'était pas prêt à sortir, en fait. C'était pas la donc c'était normal qu'elle appuie pas sur le col et qu'elle ne veuille pas sortir. Donc là-dessus, la sage-femme a été plutôt à l'écoute. Elle a demandé si elle pouvait en rediscuter avec le gynécologue de garde. Donc elle en a discuté avec le gynécologue de garde et elle a aussi croisé mon obstétricienne qui a fait le suivi de ma grossesse. Et donc eux, bah, d'un point de vue, légal pour se couvrir, c'est la date qui est déterminée au moment de la T1 qu'ils garderont quand il arrive jusqu'au bout. Donc ils n'ont pas accepté qu'on dépasse le terme de plus. Mmh. J'ai dû prendre un rendez-vous pour un déclenchement du coup le lendemain matin à 8h30. Du coup, toi, tu as accepté ce rendez-vous pour être déclenchée? Tu sentais que tu avais plus vraiment le choix, quoi? J'avais pris le rendez-vous en me disant: «De toute façon, pour pouvoir partir là tout de suite, j'ai pas le choix. Ouais. Mmh. J'accepte de dire que je vais venir demain». Mmh. Je m'étais dit: «Je prends le rendez-vous, je rentre et puis j'en parle avec, mon mari et on voit qu'est-ce qu'on fait». OK. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Je suis rentrée et il y avait ses beaux-parents enfin ses parents qui devaient venir, pour le week-end, puisque normalement j'étais censée avoir accouché, hein, en théorie. Donc on a pris le temps dans la soirée d'en discuter. Il y avait ses parents aussi, donc on en a discuté et c'est là où on a un peu fait, la méthode Brain, là, bénéfice, risque, qu'est-ce que ça nous fait d'attendre, de pas attendre et cetera. Parce que là, à terme +5, sachant que l'HAS recommande un déclenchement maximum à terme +6, se battre contre un déclenchement, à 42 SA, en France, c'est pas C'est compliqué. déjà, enfin, à chaque fois que je raconte mon accouchement, on me dit que j'ai quand même eu de la chance. Déjà, on a attendu jusqu'à terme Ouais. 6, Mmh. c'est quand même, assez rare Mmh. avec les recommandations. Ouais. Donc bon, on s'est dit que de toute façon, il fallait bien que j'accouche à un moment donné, que, si on n'acceptait pas le déclenchement, ce serait encore pire au moment où j'allais accoucher. On s'exposait à une réticence du personnel aussi, alors qu'on était dans une maternité plutôt physiologique, de niveau 2B, hein, quand même, mais qui était quand même très portée, accouchement, sans péridurale. Il y avait la péridurale ambulatoire, par exemple. Il y a toutes les salles ont des baignoires de pré-travail. Donc on s'était dit que c'était pas ça valait pas forcément le coup de se retrouver face à un personnel plus hostile au moment de l'accouchement. Mmh. Donc on s'est dit qu'on allait y aller. OK. Que moi, je commençais à me dire, connaissant les risques d'un déclenchement, je me disais: «Est-ce que je demanderais pas une césarienne programmée?» Mmh. Tellement j'avais peur du déclenchement, que j'en venais à me dire que, bah, quid des problématiques liées aux accouchements césariennes, au moins je passais pas des jours, sous déclenchement, voilà. Donc j'en ai parlé avec monsieur et on s'est dit qu'on allait quand même se donner une chance par voie basse. Mmh mh. Le vendredi, quand, j'avais fait du coup mon dernier contrôle post-terme, on me parlait de faire quelques jours
heure/jour d'Angusta pour finir d'ouvrir mon col. Et du coup, le vendredi matin, quand on est arrivé à 8h30, c'était ce qu'on avait en tête. Bien entendu, on n'a pas beaucoup dormi. Moi, à 3h du matin, j'étais en train de lire le mémoire d'une sage-femme sur les avantages de déclencher avec un Angusta pas à 25 microgrammes ou à 50 microgrammes. Voilà. Mais je me souviens parce qu'en fait, moi, j'étais en train de lire l'étude et je me suis dit, je lui envoie ou je lui envoie pas. Je te l'ai envoyé et du coup, tu as passé la nuit à le lire. Non, mais je Parce l'ai qu'en lu. fait, il faut savoir qu'Anaïs, elle lit beaucoup d'études. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça peut l'intéresser quand même. On va dire que tout le long de la grossesse, je me suis vachement renseignée sur toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir, sur comment ce qu'on avait le droit de faire pendant l'accouchement, etc. Parce que la HAS, ils parlent pas de manger, mais boire, en tout cas, ils disent que c'est important. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu à me battre sur la maternité, ils l'avaient déjà Oui. négocié. Donc, il n'y avait pas de problème. Même sous péridurale, on avait le droit de boire. Donc, c'était quand même bien. Ils avaient déjà tout préparé. Mais oui, j'ai passé ma grossesse à rechercher comment est-ce que ça se passait un déclenchement, qu'est-ce que on avait le droit de faire, le ballonné, c'était pourquoi. Je savais déjà, je n'ai pas parlé de ballonné là parce que je savais déjà que le ballonné n'était pas plausible, dans le sens où j'avais déjà un col mou et raccourci. C'est à ça que sert le ballonné en fait. Donc ils n'ont pas proposé et c'est pas quelque Il le chose. propose pas beaucoup, le ballonnet, de toute façon. Mais Je leur ai demandé et à un moment donné, j'aurais dit, j'ai essayé de faire la débile un peu. Enfin, c'est un peu ça que j'ai fait tout le long de la grossesse. J'ai essayé de tester, voir si en face, ils savaient de quoi ils parlaient vraiment pas, quoi. Donc, j'aurais dit, là, vous me proposez pas le ballonnet. On m'a dit, bah non, vous avez déjà le col mou et raccourci, le ballonnet, il va pas servir à grand chose. Ou on le mettrait peut-être en complément de l'angousta, mais bon, dans votre cas, c'est pas franchement ce que je mettrais. Donc, bon, voilà. donc, tu arrives du coup pour le déclenchement, prête à prendre l'angousta. Prête psychologiquement à prendre l'angousta, même si j'ai pas du tout envie. Mm. Rajouter de la chimie, j'étais pas pour, vraiment pas pour. Moi, de toute façon, déjà, j'y allais pas réfractaire, mais j'étais vraiment pas prête à faire un déclenchement, quoi. Je Ouais. voulais pas. Ouais. Je voulais Juste, vraiment. je crois qu'on n'a pas précisé, mais l'angousta, du coup, c'est des comprimés qu'on avale toutes les 2 ou 4 heures pour aller aider le col et démarrer les contractions. Pour celles qui ne connaîtront pas, parce que c'est vrai que nous, on en parle comme ça, mais on n'a pas précisé. Donc, c'est des comprimés à avaler. Ouais. Et du coup, moi, j'étais pas prête déjà de base à faire un déclenchement. Je voulais vraiment pas de déclenchement. J'avais ultra peur d'un déclenchement puisque je savais que la cascade d'intervention derrière, elle est beaucoup plus rapide, quoi. Mm. On a déjà commencé avant même que l'accouchement commence, on est déjà dans l'acte médical. Mm. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on y va. Dans les urines, tout va toujours bien. On ne fait pas d'échographie, juste elle m'ausculte. Et là, la sage-femme que j'ai me dit, écoutez, moi, je ferai même pas d'angousta. Donc là, dans ma tête, je suis partagée. Je suis partagée entre, bon, on va pas faire de chimie, donc c'est pas trop mal, on peut peut-être repartir sur de la physio. Et de toute façon, j'ai pas le choix, on va devoir déclencher. Donc, je suis un peu contente, mais sous demi-ton quand même, quoi. Elle me dit: «Là, vous avez un col postérieur, j'arrive quand même bien à l'accrocher, j'ai accès à la poche. Moi, franchement, je vous propose qu'on perce la poche des os et on attend de voir ce qui se passe». Donc, là-dessus, elle me dit: «Par contre, vu qu'on est quand même dans un protocole de déclenchement, c'est vous passez directement en salle, d'accouchement, pas en salle de pré-travail». Donc moi, déjà, je tire un peu la gueule parce que, ça veut dire pas de toilette dans la chambre, pas de baignoire. Et ça veut aussi dire protocole déclenchement, monito pendant 2 heures minimum. Heu, du coup, là, mon projet, sans péri, c'est pas qu'il est plus là, mais c'est qu'il commence à s'éloigner, petit à petit. Je me dis: «Je vais essayer, on sait jamais». Mais je sais très bien que sans la poche des os, les contractions, c'est pas du tout pareil à gérer. Et pour un premier bébé, déclenchement, poche des os et cetera, je savais pas du tout à quelle intensité m'attendre. Dans ma tête, je me disais, j'étais ultra triste, en fait. J'étais en train de faire le deuil d'un accouchement, en fait. Mm. Donc on passe dans la salle. Mon mari va chercher des affaires que j'avais préparées pour la salle d'accouchement. Elle me demande si j'ai une tenue. Je lui dis: «Oui». Elle me dit: «Moi, ce que je vous propose, c'est que vous mettez la blouse. On fait la perçage de la poche des os avec la blouse parce que, risquer d'en mettre partout.
Et une fois que tout est sorti plus ou moins, que le plus gros s'est évacué, qu'on a fait le monito, si vous voulez, vous pourrez te mettre votre tenue pour être à l'aise. Donc je trouvais ça vachement cool par rapport à d'autres récits qu'on peut avoir. Enfin, c'était déjà vachement ouvert, vachement sympa. Euh, du coup, je dis d'accord, on fait comme ça. On passe sur la table. Du coup, il est 9h30 quand on perd sa poche des os. Du coup, elle m'annonce bien, il est 2 heures de monito, elle installe le monito et elle perce. Là, le liquide sort et le liquide est teinté. Mm. Donc là-dessus, bien sûr, personnel soignant qui est certain de faire la bonne chose, qui vous dit, bah, le liquide est teinté, donc on a bien fait de déclencher. Et puis le liquide sort, et puis elle me dit, il n'est pas si teinté que ça quand même. À vue d'œil comme ça, je dirais que le méconium, ça fait au moins 4-5, voire une semaine que vous l'avez. 4-5 jours, voire une semaine. Et donc là, une semaine avant, c'était l'épisode de, du coup, la copine d'Objectif Naissance qui a perdu son bébé à la maternité pendant l'accouchement. Donc, je me dis que potentiellement, vu que c'est synonyme de détresse du fœtus, elle a ressenti que moi, j'étais pas bien. Et du Mm. coup, elle m'a mis son méconium à ce moment-là. Donc, je lui demande si ça l'inquiète, elle, qu'elle est restée aussi longtemps avec le méconium. Elle me dit non, non, il n'y a pas de raison. Elle a montré aucun signe de détresse fœtale jusqu'à présent. S'il y avait eu un problème, ça aurait été avant. Ouais. Vous aurez vu au contrôle post-terme qu'on vous a fait tous les 2 jours, là, au monito, on aurait vu qu'il y avait une détresse cardiaque. Donc là, non, ça ne m'inquiète pas. Mais par contre, c'est bien qu'on ait déclenché, du coup. Toujours pour se donner bonne conscience de faire la bonne chose. Voilà. Là-dessus, elle nous dit, bon, je vous laisse, la poche s'est percée, on a évacué le principal, je vous mets le monito, vous restez couché le temps du monito. Donc là, dans ma tête, je me dis que ça va être 2 long. heures? 2 heures couché avec le monito, je me dis que ça va être long. Et au bout de 10 minutes, j'ai les premières contractions. Donc bon, j'ai mal, mais je me dis, bon, ça va aller. Au moins, voilà, il se passe quelque chose. Je me dis, c'est cool, mon corps prend le relais, on va pas me parler tout de suite de me mettre une perfusion d'ocytocine. Donc je me dis, cool, mon projet d'accouchement physio, finalement, ça va peut-être pouvoir le faire. Donc, première contraction toutes les 7 minutes. Bon, au bout de 3-4, on passe à toutes les 5 minutes. C'est déjà une demi-heure que je suis couchée. Je commence à avoir des contractions toutes les 5 minutes. Je me dis, ouh, ça va peut-être pas être si facile que ça. Et au bout de 45 minutes, j'ai des contractions toutes les 2 minutes. Et je commence à avoir envie de faire caca. Et du coup, je me dis, je vais pas réussir. Il reste encore quoi là? 1h15. Je vais jamais tenir 1h15. Euh, il faut que j'aille aux toilettes. Mm. Du coup, on appelle la sage-femme et on me dit, écoutez, là, faut que j'aille aux toilettes. Oui, mais le monito, machin. Je dis, écoutez, moi, je suis désolée, mais là, c'est pas possible, en fait. Je, il faut que j'y aille. Je peux pas rester accrochée au monito, etc. Elle regarde, elle voit que le monito, il est parfait sur les 45 premières minutes. Elle me dit, bon, a priori, elle réagit plutôt bien. Vous avez des contractions toutes les 2 minutes. Ok, on arrête le monito, vous pouvez aller aux toilettes. Ok, je me lève, grosse piscine. Voilà, j'avais beaucoup de liquide, hein. Donc bon. Et puis là, pas de toilette dans ma chambre, hein. Donc on traverse tout le couloir pour aller aux toilettes. Et puis je vais aux toilettes, je fais ma petite affaire, je me lave les mains, je retourne dans la salle. Et là, dans le couloir, je croise la première sage-femme à avoir fait un décollement à J+3. Je me dis, ben alors, comment ça va, madame Bichat? Je me dis, ah, du coup, c'est pour aujourd'hui. Je fais, oui, oui, on a percé la poche des os. Elle me dit, allez, ça va le faire, bon courage, ça va y aller. C'est bien, vous avez des contractions, c'est bien. Vous pouvez y arriver, ça va y aller. Donc, je me dis, cool, c'est un petit peu de boost là, ça va y aller. On retourne dans la chambre, toujours des contractions toutes les 2 minutes. Et du coup, on remet le monito, mais debout. Elle m'amène un ballon, elle me dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le monito bouge, je reviendrai le placer. Vous, vous occupez de gérer la douleur. Cool. Du coup, je prends le ballon, je m'assois, je vois que je me dis liquide partout, je suis vraiment pas à l'aise. Enfin, je me dis, bon, on fait quelques mouvements, on fait des 8 avec les hanches et tout. Non, j'ai toujours mal. Je me dis, bon, on va essayer.
On se met à quatre pattes, les avant-bras sur le ballon, le ballon, on bouge les hanches, on respire, on fait la vague, on s'ouvre, on résiste pas. Bon, ça passe toujours pas. Je me dis, bon, on va se mettre debout, on fait d'autres positions avec le lit, on essaie de trouver des positions. Le monito, il arrêtait pas de bouger, hein. Mmh. Je m'en occupais pas. Elle est pas forcément venue tout de suite le recontrôler. Par contre, celui des contractions fonctionnait ultra bien. Et mon mari me disait, elles sont quand même ultra hautes. Par rapport au tout début où les contractions montaient jusqu'à 75 d'amplitude, etc. Là, on était sur du 160, 170. Il me Mmh. disait, Une bonne contraction, quoi. sûr, ça va, tu gères, ça va aller, machin. OK. Et puis là, je regarde l'heure, je me dis, ça fait 1 heure et demie. 1 heure et demie, je trouve pas de position où j'ai pas mal. J'ai envie de vomir, je vomis. Heu là, du coup, on appelle la sage-femme parce que, bah, j'ai vomi, il faut nettoyer, enfin, j'ai mis du Mmh. liquide partout, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est un Scène carnage. de guerre. Je me dis: «C'est un carnage». Elle me sort des alaises, elle en met un peu partout sur le ballon, au sol pour que je culpabilise moins. En fait, c'est aussi moi qui ai du mal à me dire Ouais, qu'il faut que j'accepte de prendre de la place et de pas me préoccuper, de déranger et cetera. Et ça, c'est pas trop dans ma façon de ouais, faire. je comprends. Et du coup, beh, je fais attention à toujours rester sur la l'aise. J'essaye, de me mettre en squat, j'essaye, mon mari me propose, un massage, il me propose de m'aider et il y a rien qui fonctionne et ça fait 2 heures, j'ai toujours, ultra mal. Je trouve pas de position pour me soulager et là, je dis: «C'est fini, je veux la péri». Et j'y arriverai pas. Il me faut la péridurale. Heu, si j'ai pas la péridurale, je vais pas tenir. Et donc là, on l'appelle et mon mari, lui dit, «Écoutez, là, elle va prendre la péridurale, c'est pas le projet. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire de bain, après le déclenchement, vous nous l'avez dit, mais elle s'est toujours imaginée gérer la douleur avec le bain. Est-ce qu'on peut lui faire un bain?» Et la sage-femme me dit: «Ouais, non, pas». «Oui, mais là, elle va prendre la péri, en fait, donc c'est». Et du coup, mon mari négocie, négocie, négocie et puis, la sage-femme fait: «Bon d'accord, on va aller prendre un bain». Et puis là, je leur dis: «Mais c'est trop tard, laissez tomber, j'en veux plus de votre bain, je veux plus de votre bain, faites-moi venir l'anesthésie, je veux la péri». Donc mon mari est un peu dégoûté quand même, Ouais, il franchement, est à qui le il avait pauvre? bien joué là quand même. Ah, il avait bien retenu de la visio-papa qu'il fallait gagner du temps, et il s'était dit que le bain, ça allait faire gagner du temps. Ouais, Mais là, mentalement, j'avais switché en fait. OK. Je Je pouvais plus, je me disais toutes les 2 minutes, j'étais pliée, je trouvais aucune position, j'étais têtue, j'étais fixée là. Je C'était mort. Donc j'ai demandé à ce qu'ils fassent venir l'équipe d'anesthésistes et du coup, ils sont arrivés dans les 5 minutes qui ont suivi. Ils m'ont demandé si je savais comment ça allait fonctionner. Moi, je leur ai dit que oui, bien entendu que je savais, je vais te renseigner, hein. J'étais en train de trembler, j'étais j'avais ultra peur, en fait. J'avais Mmh. très mal, mais j'avais ultra peur Mmh. et l'infirmière anesthésiste a vu que je tremblais et elle m'a dit: «Qu'est-ce qui fait que vous vouliez pas la péridurale? Bon là, vous la prenez parce que vous avez trop mal, on a bien compris. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne la vouliez pas et qui fait que vous vous mettez dans un tel état de peur?» Et du coup, moi, j'ai dit: «Moi, ce qui me fait peur, c'est que vous me fassiez une brèche». Donc une brèche, c'est quand ils gèrent mal l'insertion du cathéter dans la zone péridurale et qu'ils endommagent du coup la dure mère, au niveau de la colonne et du coup que du liquide, céphalorachidien, se s'épanche dans la zone péridurale. Voilà, donc on sait que c'est un risque. Il y a soi-disant que 5 de brèche, mais à partir du moment où après une péridurale, on a mal à la tête qui tourne, envie de vomir, on a une brèche. Donc on sait que le chiffre est bien plus gros. Mmh. Donc ça me faisait peur et du coup je lui dis, elle me dit: «Mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer». Machin. Moi j'étais tétanisée, il y avait mon mari devant alors qu'il a peur des aiguilles. Ils lui ont même pas proposé de sortir, hein, je pense. De souvenir, ils lui ont même pas proposé de sortir dans tel état de stress que j'étais. Donc il y avait la sage-femme devant avec mon mari qui me faisait respirer, l'anesthésiste, qui faisait des blagues avec l'infirmière,
etc. Ils étaient ultra légers Mmh. pour essayer de dédramatiser l'acte, parce que moi, Ouais. j'étais totalement tétanisée, recroquevillée sur moi. J'étais certaine qu'il allait avoir un problème, quoi. J'avais trop peur qu'il me la pose mal, que ou elle fonctionne pas, ou il me fasse une brèche. C'était et là, il voit que je suis stressée, il me fait l'anesthésie locale et il me dit: «Vous allez me dire quand vous avez les contractions». Et du coup, je lui dis quand ça s'arrête et il me dit pas, il pose le cathéter. Donc j'ai rien senti à la pose du cathéter et là, il me dit: «C'est bon, c'est en place». J'ai dit: «Sérieux? C'est bon, c'est fait?» Puis la contraction qui arrive et tout. Donc je refais: «Bon, on respire, on respire, on respire». Il fait: «Je vois que vous avez quand même vraiment mal. On va passer une petite dose de rachianesthésie». Donc c'est parce que c'est plus rapide à Mmh. fonctionner que la péridurale et derrière, ça va enchaîner sur la péridurale. Il me donne, la dose de rachi. Directement, j'avais plus mal. Mmh. J'avais plus mal, je sentais que j'avais les contractions, attention. Je sentais qu'elles montaient, je sentais qu'elle était à fond, je sentais qu'elle descendait, je sentais mes jambes, je pouvais bouger mes jambes. C'est d'ailleurs moi qui me suis remise toute seule sur le lit dans la position, allongée, le temps qu'ils mettent tous les fils et cetera correctement. Mais j'avais plus mal et donc là, bah, je les ai remerciés et cetera. J'ai eu un peu plus le sourire direct. Ils étaient contents. Je leur ai dit merci. L'infirmière m'a dit qu'elle repassait, pour voir si tout se passait bien d'ici quelque temps, mais que normalement, la la péridurale allait prendre le relais d'ici une demi-heure, qu'il m'avait mis un dosage, faible, vu qu'il savait que Mmh. j'avais un projet sans péri et que, je voulais, une péridurale ambulatoire au pire des cas, mais avec un déclenchement, ils ne proposent pas la péridurale ambulatoire. Donc du coup, elle m'avait mis une petite dose et une dose donne quand même le bouton en me disant bien qu'on peut appuyer tous les quarts d'heure pour une dose de plus, donc j'hésite pas. Donc là, du coup, bah, il est 12h30. Du coup, ça fait déjà 3 heures qu'on a percé la poche des os. J'ai la péridurale. Tu te sens mieux du coup? Je me sens bien. Papa est déstressé parce qu'il voit que Mmh. j'ai du mal Ouais. et du coup, on discute un peu avec la sage-femme et puis elle dit: «Bah, monsieur, vu qu'il est 12h30, si vous voulez aller manger, ça pourrait être le bon moment. Parce que la péridurale vient d'être posée, il va rien se passer tout de suite maintenant. On va faire un contrôle, si vous le souhaitez, on peut faire un contrôle du col pour voir si ça s'est bien dilaté ou pas, mais vous pouvez aller manger». Tu avais pas eu de contrôle avant qu'il te pose la péri? Non. OK. Tu étais trop pressée de l'avoir? Dans mon projet, il y avait noté que je voulais que le minimum de contrôle possible et de préférence à ma demande. Ouais, ouais. Oui, mais c'est vrai qu'avant de poser la péri, tu aurais pu demander parce que peut-être ça aurait été, tu vois, genre, beaucoup dilaté, ça t'aurait redonné un peu de J'avoue, punch. j'y ai pas pensé, j'ai juste pensé à ne plus avoir mal. Ouais, ouais, non mais je comprends. Je pense Donc là, du coup, tu acceptes le contrôle ou pas? du coup, j'accepte le contrôle, elle fait un contrôle et je suis à 3. OK. Donc ça a bien dilaté, mais pas tant que ça non plus, quoi. Pas non plus un truc de fou, quoi. Non. Donc bah, je me réconforte dans mon truc de: «J'ai bien fait de prendre la pilule». Parce que si j'étais à 3 en ayant souffert, en ayant si peu trouvé de moyens de gérer, j'aurais jamais tenu les 7 centimètres qui restaient à faire, en fait. Psychologiquement, je me disais: Ça «Je dépend, mais bon, en tout cas, là, tu étais pas prête. enfin, pour moi, j'aurais pas réussi à gérer, Mmh. psychologiquement, je pense que j'aurais pas réussi à gérer». Donc là-dessus, la sage-femme me dit: vous pouvez, je pense que, vous pouvez vous reposer maintenant, vous pouvez vous coucher, en profiter peut-être pour dormir un peu parce que vous m'avez l'air fatiguée. Je pense que vous n'avez pas bien dormi la veille». Non, sans blague, à 3 heures du mat, je lisais une étude sur les déclenchements, donc non, j'ai pas vraiment dormi. Hem et donc là, si elle s'était arrêtée là, ça allait et là-dessus, elle enchaîne: «Vous n'étiez pas prête à accoucher sans péridurale». Je dis pas Comment tu grand-chose. le prends? Hem, pour moi, c'était un peu violent, dans le sens où on peut pas juger de la capacité d'une femme à accoucher sans péridurale quand on fait un déclenchement par perçage de la poche des os ou par n'importe quel autre moyen. Parce que les contractions, c'est pas du tout enfin, comme ça que c'est censé se passer. Mmh. Enfin, c'est ultra rare qu'un accouchement ça arrive, mais c'est ultra rare que, d'un seul coup, on ait des contractions toutes les 2 minutes en moins d'une demi-heure. Mmh mh. Normalement, c'est beaucoup plus progressif. On a le temps de gérer, que le corps gère un peu mieux, cette douleur-là. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu violent, qu'on me dise ça.
Après, je l'entends, hein, mais Oui, surtout que enfin, tu t'étais quand même bien préparée, donc c'est vrai qu'entendre que vous étiez pas prête, bon. oui, j'étais pas prête pour ne pas accoucher sans péridurale lors d'un déclenchement. Ouais. Je suis d'accord. Là-dessus, il y a pas de problème, je veux bien le par contre, on ne saura jamais si j'aurais pu accoucher, naturellement, sans péridurale. Mmh. C'est pas enfin, pour moi, c'est pas du tout le même processus et de toute façon, j'aurais été enfin, psychologiquement, dans ce que j'avais pensé, dans ce que j'avais visualisé, j'aurais été chez moi sur Oui. la majorité de la gestion de la douleur. Mmh mh. J'aurais été à la maternité quand j'avais des contractions toutes les 2 minutes, justement. Ouais. Donc normalement, j'aurais dû passer beaucoup plus de temps à la maison. On sait que dans un environnement favorable et cetera, on est plus détendu, donc il y a plus de chances que la dilatation se fasse, Mmh mh. donc moi, je l'entends pas trop. Je me vexe pas trop à ce moment-là parce que je suis tellement contente de plus ressentir la douleur, mais de toujours pouvoir bouger, que je me dis que ça va, c'est pas grave, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pas dramatique, OK. moi je sais, elle, elle pense, ce qu'elle veut. Donc là-dessus, il est 13h, elle me dit, de me reposer un peu, elle me demande si je veux baisser les rideaux, donc je dis: «Oui», donc on baisse les rideaux. Elle me propose, un coussin d'allaitement pour que je me mette sur le côté, elle me demande si j'ai besoin d'aide et cetera. Non, non, elle me donne juste le coussin. Je me positionne, la jambe en l'air sur le coussin, bien repliée, histoire de continuer à ce que ça pousse un peu, que ça dilate un petit peu et elle revient me voir, 1 heure après, heu, pour, heu pour voir comment ça va. Elle passe juste la tête, voir si je dors, si ça va et cetera. Puis on discute un peu de ce qui s'est passé le matin et cetera. Hem et elle m'avait trouvée surprise qu'on passe directement à la poche des os, que j'avais peut-être été trop préparée à un Gustave. Pour elle, potentiellement, j'étais pas psychologiquement prête à accoucher et du coup, je lui raconte, que, émotionnellement, c'est un peu compliqué, voilà et que j'avais ultra peur du déclenchement donc c'est potentiellement ce qui a fait que, le matin, c'est parti aussi vite, mais que j'ai pas réussi à gérer et que voilà et du coup, elle me dit: «Je comprends un peu mieux et si vous voulez vous reposer encore, il y a pas de problème, moi je demande pas de contrôle». Elle m'en propose pas, Mmh mh. et du coup, elle me laisse encore me reposer. Mon mari est toujours, en vadrouille, hem et il revient vers 16h30. Donc là, ça fait déjà un petit moment que j'ai la péri. On dit: «Bon, faudrait peut-être, penser à faire pipi, hein?» Donc vu que j'ai la péridurale, j'ai plus le droit d'aller aux toilettes. Donc elle m'emmène, un petit bassin, voilà, faites pipi. Donc je fais pipi sans problème. Elle me fait un contrôle, je lui demande un contrôle. Je suis à 5. Donc ça a dilaté un peu, mais bon, c'est pas folichon non plus, quoi, ça mais ça l'alarme pas non plus parce que du coup, j'étais à 3 à 13h. 3 heures plus tard, je suis à 5. Donc on reste à peu près dans leur logique de 1 centimètre par heure, ce qu'ils tolèrent avant le branle-bas de combat, quoi. Mmh. Là-dessus, je demande, est-ce que je peux bouger le lit comme je veux et est-ce qu'ils ont une galette, pour pouvoir me mettre assise, pour essayer de dilater, plus. Donc on remonte le lit, on pose la galette, je me mets dessus, je fais des mouvements et mon mari met un film histoire qu'on pense à autre chose et que, on fasse passer le temps, quoi. Là-dessus, tout va bien. À 17h, j'ai l'infirmière anesthésiste qui vient pour vérifier la péri. Les filles n'ont pas bougé, tout va bien. J'ai pas encore appuyé sur, pour réclamer de la dose supplémentaire. Donc, elle se dit que tout est en place, tout se passe bien. 18h30, j'ai la sage-femme qui passe, qui me demande si je veux un toucher vaginal pour vérifier, si ça bouge toujours. Et là, j'accepte parce qu'en fait, elle change, de poste à 18h. Donc c'est 1 heure et demie avant qu'elle change, donc j'accepte, qu'elle ait au moment des transmissions, Mmh. la dilatation à transmettre à la sage-femme pour elle. Et là, je suis à 7,5. Donc ça a quand même bien progressé. En 2 heures de plus, 2 bons gros centimètres en plus, donc on est plutôt confiant avec mon mari, on se dit que ça va. Mmh. Sauf qu'on voit qu'elle fait une drôle de tête Ah. et elle me demande si elle peut recontrôler. Elle contrôle et elle me dit: «Pour moi, la tête, elle est vers votre hanche. Votre bébé regarde vers votre hanche». Donc elle n'est pas dans la bonne position.
position la plus favorable pour s'engager dans le bassin. Donc là-dessus, elle me propose de prendre une position asymétrique, celle que j'avais prise au début pour la sieste, avec les coussins d'allaitement, jambes relevées, pour faire tout pivoter. Donc on accepte. À 18h45, soit 15 minutes après qu'ils aient détecté qu'elle n'était pas dans la bonne position, je commence quand même à avoir mal. Je commence à me dire que il va falloir faire des compléments. Donc j'appuie pour faire un complément. À 19h30, juste avant qu'elle change, la sage-femme me demande de refaire pipi. Parce que pendant toute l'après-midi, j'ai bu du jus de pomme, de l'eau, parce que je savais que l'hydratation, c'était quand même important. Même si j'ai quand même une poche de liquide due à la péri, je vais quand même m'hydrater un minimum. Et du coup, elle trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pipi. Donc, elle me dit, la prochaine fois, il faudra sûrement sonder. S'il n'y a pas plus de pipi à la prochaine fois, on sonde. Donc, bon, bah, moi, ça me saoule un peu parce que c'est un peu pour ça aussi que je voulais pas prendre la péri, un sondage, machin, c'est bon, quoi. Enfin, c'est pas le truc le plus agréable du monde, quoi. Là-dessus, elle contrôle juste, pas pour voir la dilatation, mais elle me demande si elle peut contrôler la position de la tête. Donc, ça fait déjà 1 heure, on est en position latérale, voir si ça va mieux. Et elle trouve que la tête, ça a empiré. Au lieu de regarder vers ma hanche, elle regarde vers mon nombril. Donc là, elle est à 180 degrés par rapport à la position qu'il souhaite pour un accouchement voix basse. En même temps, si avant elle regardait vers ta hanche, bah, elle est en train de tourner en fait. Ouais, elle tourne, mais pas dans le bon sens, quoi. On aurait préféré qu'elle tourne dans l'autre sens. Parce qu'elle avait qu'un quart de tour à faire pour être dans la bonne position. Là, maintenant, elle a un demi-tour à faire. Donc, la sage-femme me dit est-ce que vous voudriez passer à quatre pattes? Donc, j'accepte. Je passe à quatre pattes. Il y a mon mari qui tient le monito. Parce que du coup, bah, depuis la péri, c'est le monito en continu. Hein. Voilà. Et là-dessus, on réfléchit avec mon mari et on dit il faut orienter les genoux aussi pour aider à ouvrir le bassin. Donc, on oriente les genoux, etc. Moi, je fais des petits mouvements de hanche en étant à quatre pattes, histoire d'aider un petit peu. Sauf qu'à 20h, bah, je tétanise un peu des jambes, ça fait une demi-heure que je suis à quatre pattes. Bon, déjà, être à quatre pattes sous péri, déjà, je pense que ça me va. C'est déjà assez exceptionnel. Je suis pas sûre qu'on arrive tout à le faire. Du coup, c'est quand même plus fatigant. Ouais. Du coup, je repasse en latéral. Et à 20h20, 20h30, j'ai la nouvelle équipe de sage-femme qui passe pour se présenter. Donc, la sage-femme Denise Sabrina, c'est une sage-femme que je reverrai après dans mon séjour à maternité. Et elle a une petite fille de 15 ans qui s'appelle Chloé, pour cette anecdote. Donc, c'était très sympa d'avoir cette sage-femme-là. Je la remercierai toujours. Et du coup, elle arrive avec une étudiante sage-femme. Et elle me demande si j'accepte que l'étudiante sage-femme s'occupe de moi. Donc, moi, j'y avais déjà réfléchi. Je m'étais dit, un étudiant sage-femme, c'est cool parce que ça a plus de temps pour vous qu'une sage-femme. Par contre, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est que ça veut dire double toucher vaginaux. Parce que le moindre toucher vaginal fait par l'étudiante doit être contrôlé par la sage-femme pour vérifier le diagnostic de l'étudiante. C'est logique. Mais du coup, moi, j'ai accepté en me disant, bah, cool, je vais avoir un peu plus d'accompagnement. Là-dessus, elle me demande si elles peuvent faire un contrôle. Du coup, elle confirme bien une ouverture à 7, 7,5. Par contre, elle trouve que mon col, c'est un petit peu durci. Et la tête de Chloé, l'étudiante sage-femme, a un peu de mal à voir, donc la sage-femme confirme, elle est revenue en position initiale. Donc, elle re-regarde de nouveau vers ma hanche. Donc, bon, ça évolue, quoi. Donc, pour le col durci, elle me propose de faire passer du spasson dans la perte pour essayer de faire en sorte que le col redevienne un peu mou. Donc, bah, j'accepte. Je vois pas de contre-indication plus que ça. Voilà. Et je redemande à faire pipi. Vu que il y a peu de pipi
et qu'elles veulent être sûres que la vessie est vide pour que Chloé puisse avoir la place pour manœuvrer, pour se retourner, elles me disent qu'elles préféraient me sonder. Donc à 21h, je me fais sonder. Il y a rien du tout. Donc sondage inutile. OK. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, hein. Là-dessus, on continue avec des positions latérales, un petit peu, puis je redemande la galette et de me remettre en position assise, parce que je sais qu'il faut rester ultra active, que la péri, c'est pas une excuse, Mmh. qu'il faut que je reste mobile si je veux me donner le maximum de chance. Donc je repasse assise, au bout d'un moment, mais je fatigue parce que, bah, la veille, j'ai fait une nuit quasiment blanche. Ça fait déjà, plus de 12 heures, qu'on a déclenché. Donc bah, entre, l'anesthésie qui aide pas, à pas être fatiguée et toute la journée, bah, je suis crevée et du coup, il y a, à 22h, un contrôle. Mon col est redevenu mou, donc le spasme a bien fonctionné. Je suis toujours à 8 centimètres à peu près, et ils n'arrivent pas trop à évaluer le sens de Chloé au toucher vaginal, donc elle me propose une échographie. Par contre, c'est le troisième toucher vaginal d'affilée où on me dit: «Ah, elle a une grosse tête». Donc bon, les premières fois, on se dit Mmh. au bout d'un moment, on se dit: «Elle a une grosse tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut pas passer». Enfin, Ouais, ça met le doute. c'est bête, mais on est fatigué, Ouais. on entend ça, ça commence à générer un peu de peur de, mais ça veut dire que je peux pas la faire passer en voie basse? Mmh Heu, mh. donc bon, je reste un peu, mitigée en attendant qu'il fasse le contrôle pour la tête, heu et puis je me dis surtout, je suis toujours à 8 alors qu'il est 22h, donc ça veut dire que depuis 19h30, j'ai pris un demi centimètre. Dans ma tête, ça commence vite à faire stagnation plus grosse tête, égale césarienne. Mmh. Donc 22h15, il y a l'échographie et il y a l'obstétricienne qui passe, pour vérifier, que le diagnostic des sages-femmes est bon et du coup, elle s'est remise, totalement dans le mauvais sens. Elle regarde vers mon nombril et là, OK. l'obstétricienne, me dit: «Bah, écoutez, ça fait quand même un petit moment qu'on fait des positions, ça bouge Mmh. pas. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est une manœuvre interne. Heu, est-ce que ça vous dirait?» Nous, au point où on en est maintenant, on veut pas on veut éviter au maximum la césarienne, quoi. Mmh. On se dit: «Bah, oui, écoutez, allez-y, quoi». Donc je mets une dose de péri et elle me dit: «Je reviens dans 5-10 minutes, le temps que la dose de péri fasse bien effet pour qu'on essaye». Elle arrive, elle essaye, ça me fait trop mal. Elle me dit: «Bon, on va essayer le gaz hilarant». Donc il me donne le Méopa. Ça me faisait rien du tout et du coup, elle me dit: «Bon, je vais pas essayer si le Méopa ça fonctionne pas sur vous. On va faire revenir l'équipe anesthésiste». Du coup, l'équipe anesthésiste vient et me remet une dose, un peu forte dans la péri. Donc je sais pas ce que c'est. C'est peut-être du Nubain, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est je sens que je flotte un peu plus, Mmh. que je sens plus mes jambes Mmh. et je peux plus les bouger en gros mes jambes là. Donc elles me mettent en position, et elles tentent un premier retournement et je vois qu'elle galère. Elle la retourne, je sens qu'elle la retourne, elle la relâche et je sens qu'elle se remet dans le mauvais sens. Mmh. Elle fait ça 2-3 fois, elle essaye par la droite, par la gauche, elle essaye de maintenir un peu la tête en bas, elle essaye de réorienter le crâne, et à chaque fois, elle se remet dans la mauvaise position. Et donc là, moi, je stresse, je stresse vraiment et elle me dit: «Bon, bah, j'y arrive pas, bon, bah, vous allez réessayer de reprendre des positions et puis, on va en discuter, pour voir, de la suite». Ouais. Donc elle sort avec les sages-femmes pour discuter de ce qu'elles vont faire sur mon corps. Donc ça, j'ai mal vécu, le fait de pas participer aux discussions sur ce qu'on va nous faire, je trouve ça un peu dur. Mmh. La sage-femme revient plus tard, en me disant, «Bon, ben, on va encore essayer les positions et puis, on va voir, d'ici quelques heures». 2h du matin, du coup, ça fait, 3 heures qu'on a fait les premiers retournements.
On tente un deuxième retournement. Là, par contre, je leur dis direct, je veux l'anesthésie, je veux une dose. Je veux pas avoir mal comme j'ai eu mal au début de la première fois. C'est mort. On fait une bonne dose pour que on puisse retourner. L'anesthésiste revient. Il me refait une dose. Il me dit, par contre, vous allez être fatigué après, il faudra peut-être que vous dormiez un petit peu, parce que vous avez eu quand même beaucoup d'anesthésie entre la péridurale depuis enfin, depuis midi, donc plus de 12 heures, plus là, les 2 doses d'anesthésie, il faudra dormir après. L'obstétricienne revient, elle refait un contrôle echographique. Bien sûr, Chloé n'a pas bougé, sinon ça serait trop facile. Et du coup, vu que l'anesthésiste a fait la dose, l'anesthésiste reste pendant la manœuvre au cas où, pour rajouter de la dose si jamais il y a besoin. Et il retente une manœuvre de retournement en interne. Et elle y arrive au bout de la deuxième tentative. Chloé accepte de rester la tête tournée dans le bon sens. Donc, ouais, on est un peu content. On se dit ouf, tout va bien. Et du coup, là-dedans, j'avais oublié de demander, mais mon col, il en est où? Et du coup, je demande, elle me dit, ah, mais non, mais vous êtes à 10 depuis un petit moment maintenant. D'accord. Donc, entre la première session de retournement, où de toute façon j'étais à 8, 9, et là, on est à dilatation complète. Ok. Donc ça continue d'avancer. Et là, maintenant, le bébé est dans le bon sens. C'est ça. Donc là, avec mon mari, on se dit, cool, tout va bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à. Enfin, moi, j'ai fait tout mon travail. En fait, il ne reste plus qu'à Chloé de s'engager dans le bassin et de donner un peu du chien pour sortir, quoi. Faut y aller maintenant. Et donc là-dessus, elles me disent, dormez un petit peu. Donc jusqu'à 4 heures du matin, ils nous laissent tranquilles. Mais bon, impossible de dormir. C'est pas... T'es en train d'attendre ton bébé, quoi. J'ai dormi une demi-heure, papa sur son fauteuil. Il n'en peut plus, il a mal au dos, il a pris du Doliprane parce qu'il a mal au crâne, puis qu'il n'a pas dormi et tout. Enfin, on veut bébé, quoi. Donc là-dessus, à 4 heures du matin, elle passe. Et je commence à avoir vraiment mal. On met des doses. Dès qu'on peut mettre une dose supplémentaire, on la met. Donc tous les quarts d'heure, on appuie sur le bouton pour rajouter de la dose de péri. Là-dessus, je suis toujours à dilatation complète. Le col s'est pas redurci, mais Chloé n'appuie toujours pas au niveau du col. Donc je reprends un peu une position un petit peu assise en me disant que peut-être que ça va aider. Et j'ai mal, j'ai vraiment mal. Sauf que la première péri est passée, donc ils me mettent la deuxième, un dosage un peu plus fort, mais j'ai toujours mal. Et à 5-6 heures du matin, quand ils repassent, Chloé est toujours pas engagée dans le bassin. Donc on commence à me parler de césarienne. Donc moi, j'éclate en sanglots, je leur dis, vous vous rendez pas compte, c'est pas vraiment la meilleure naissance possible. Enfin, moi, je savais que la césarienne, il y avait des conséquences. Aujourd'hui, on sait que ça a des conséquences sur la vie d'un bébé. Entre un bébé né par césarienne et par voie basse, c'est pas du tout le même bébé. Il n'y a pas eu de contraction des poumons, il n'y a pas eu de colonisation par le microbiote de la même façon qu'un bébé né par voie basse. Donc, c'est des bébés qui ont plus de problèmes digestifs. Il n'y a pas eu de contraction du lobe frontal. Donc, aujourd'hui, on sait que sans la contraction du lobe frontal, ça peut entraîner des problèmes de succion, chose que Chloé aura derrière. Et ça peut aussi entraîner des problématiques psychologiques, puisque c'est la zone du cerveau qui sert aux relations sociales. Et on se dit aujourd'hui que potentiellement, il peut y avoir des explications pour, par exemple, de la schizophrénie ou ce genre de maladie mentale. Bon, je ne dis pas que tous les bébés césarisés ont ça, hein, mais c'est les études actuelles qui disent qu'il y a quand même des conséquences. Oui. Donc, tu avais quand même fait déjà beaucoup de choses. Ça faisait longtemps que ça avait commencé. Donc, c'est vrai qu'arriver à dilatation complète et entendre parler de césarienne, c'est toujours hyper frustrant. Enfin, c'est sûr que là-dessus, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour l'éviter, histoire de se donner un maximum de chances de faire une voix basse. Après, mon mari vous dira qu'à chaque fois qu'on a pris de l'anesthésie en plus, pour lui, il y a eu une stagnation du travail à chaque fois qu'on a soulagé. ouais. Il a remarqué ça? Oui. Ok. Pour lui, on aurait dû potentiellement moins me soulager pour se donner plus de chance.
OK. Donc après, on entend comme on entend. De toute façon, c'est ce qui s'est passé, on peut pas revenir en arrière. Moi, je sais qu'en tout cas, à 6 heures du matin, la péridurale ne fait plus du tout effet. Je commence à gérer mes douleurs par des sondes graves. Sauf qu'on n'a pas encore pris la décision de césarienne ou pas césarienne. Parce qu'ils voient que psychologiquement, je suis pas prête à accepter une césarienne, en fait. Mm. Donc, l'obstétricienne passe, me dit qu'on se laisse encore 2-3 heures pour la laisser descendre parce que il n'y a pas de détresse fœtale. Parce que tout va bien. Mais mes contractions ont diminué. Du coup, il faut que j'accepte du Syntocinon. Mm. Du coup, j'accepte le Syntocinon, on met du Syntocinon, les contractions reprennent. Et du coup, vers 7 heures, au moment du changement de garde, elle refait un examen. Je suis toujours à dilatation complète. Chloé n'est toujours pas engagée. Et donc, elles me disent, vous allez voir avec l'équipe de jour. Mais je pense qu'il va falloir se préparer psychologiquement à la césarienne. Donc là-dessus, on retrouve la sage-femme qu'on avait eue la veille qui m'avait percé la poche des os, qui me dit bah, je vous avais dit qu'il fallait accoucher, que je vous retrouvais en chambre, que je voulais pas vous retrouver aujourd'hui. Donc bah, nous, on est un peu jeunes, hein, parce qu'on aurait préféré avoir accouché. Et au moment du changement d'obstétricien, elle me dit on va voir avec l'obstétricienne qu'est-ce qu'on fait. Moi, là, j'ai très mal. Je gère toujours que par des sons graves. Ça fait bien 2-3 heures que je gère par des sons graves. Du coup, elle me propose le méopa. Et je lui dis, mais on a essayé cette nuit, ça fait rien. Wow, attendez, vous l'avez pas testé comme il faut, je suis sûre. On va tester. Donc là, elle me le fait tester. Elle me dit, vous avez déjà fumé? Il se trouve que j'ai déjà fumé. J'ai fumé des cigarettes pendant un petit moment quand j'étais jeune. Et du coup, elle me dit, bah, vous faites pareil. Vous prenez, vous gardez, vous évacuez, vous reprenez, on garde. Et vous faites ça pendant 5 bonnes minutes. Et puis après, ça devrait aller. Et elle a raison. Au bout de 5-6 minutes, j'ai plus rien. Par contre, ça désinhibe totalement, le méopa. J'ai plus de filtre. Je dis tout ce que je pense. On a peut-être dû le prendre vachement plus tôt, au moment où t'en foutais de partout dans la salle d'accouchement, là. Et voilà. Et du coup, là-dessus, l'obstétricienne arrive et du coup, il me parle de la césarienne. Et je comprends pas tout. Et du coup, je lui dis, mais du coup, on attend 1 heure et on va en césarienne, c'est ça? Et l'obstétricienne, c'est celle qui m'avait fait la T2, donc qui avait déterminé que Chloé, c'était une fille, et qui m'avait fait l'échographie de croissance à 36 semaines. Et du coup, je la connaissais bien. Et elle me regarde, elle fait, bah, si vous voulez. Il n'y a pas de détresse fœtale, il n'y a rien. Je suis pas contre-attente. Et du coup, je lui dis, à votre avis, ça va changer quelque chose ou pas? Parce que bon, Mm. on récapitule, je suis quand même à 10 depuis au moins 2 heures du matin. Mm. Elle s'est toujours pas engagée. Il est 9 heures. Ça fait 7 heures que je suis à 10. Euh, voilà, quoi. Enfin, 1 heure de plus, 1 heure de moins, ça va plus rien changer, quoi. Donc, juste la façon dont elle réagit, je lui dis, vous, à votre avis? Elle me dit, non, je pense pas. Mm. Honnêtement. Mais si vous avez besoin d'une heure, vu qu'il n'y a aucun risque, vous n'avez pas de baisse de tension, il n'y a pas de problème du rythme cardiaque du bébé, on peut s'accorder une heure. Du coup, on s'accorde 1 heure. Euh, Pendant cette heure-là, il me prépare, on change, etc. Et on arrive, et je discute avec elle de comment est-ce qu'ils vont me recoudre. Moi, je voulais des points. Et elle me dit, moi, j'ai l'habitude de faire des agrafes parce que ça fait des plus belles cicatrices. Mais du coup, je suis en train d'accepter, en fait, le fait que de toute façon, il n'y a pas le choix, en fait. Enfin, il faut qu'elle sorte. Et ça me permet d'accepter. Mm. Là-dessus, il donne la tenue à monsieur pour revenir, etc. Et je me rappelais du récit d'une des mamans d'Objectif Naissance qui avait eu une césarienne après un déclenchement. Je sais pas, je crois pas que c'était un déclenchement. Enfin bref, elle avait eu une césarienne et le papa était prêt, il attendait dans la salle. Et elle avait fait sa césarienne sans le papa. Ils Mm. ont cherché le papa. Je l'avais oublié, ouais. Et du coup, moi, j'étais sous méopa, donc j'avais pas de filtre. Du coup, je leur disais, vous m'oubliez pas, vous allez bien le chercher. Vous le laissez pas dans la salle d'attente. Parce que j'avais peur d'une césarienne code rouge et que cet enfant qu'on avait voulu depuis tant d'années, Ouais. potentiellement était le seul, que mon mari ne voit pas la naissance de son bébé. Il me pose aussi une autre question. Il me demande si j'ai envie qu'on baisse le champ opératoire au moment de la césarienne. Donc moi, j'ai peur de paniquer en me voyant Mm. ouverte, donc je dis non. Et là-dessus, on
passe vers la salle de césarienne. Ma maternité a un bloc opératoire pour les césariennes à l'étage des salles de travail. Ce qui fait que, elle est chauffée à la même température que les salles de travail. Elle est pas ultra froide comme un bloc. Donc je rentre, j'ai pas froid, j'ai un peu peur parce que je vois plein de têtes que je connais pas. On me transvase sur la table d'opération. Il y a l'infirmière anesthésiste qui arrive et qui voit que j'ai peur. Donc elle me parle. Elle me dit, tout le monde vient se présenter et cetera. Elle me dit: «Je suis interne en chirurgie, je suis machin». Voilà, et elle me parle de la chambre de Chloé, de, comment on a choisi le prénom et cetera. Et du coup, ça me détend en attendant que, papa arrive. Il me demande si je veux mettre de la musique. Bon, j'aurais demandé du truc, AC/DC Queen, on se retrouve avec, Sous le Sunlight des Tropiques. Bref, c'était pas vraiment ça, mais bon, c'est pas grave. L'attention y était. On va se dire que l'attention y était. On arrive, mon mari arrive, du coup, et du coup, l'obstétricienne, qui du coup a fait mes 2 échographies, c'est elle qui va faire ma césarienne et elle me demande si je suis prête. Donc je lui ai répondu. Donc là-dessus, elle m'ouvre, je ne sens pas. Ils mettent les écarteurs, je sens et elle me dit: «Allez-y, poussez». Donc je suis un peu surprise parce que je pensais pas qu'on me demanderait. Donc je pousse une première fois. Elle me dit: «Attendez, attendez». Et puis après elle me redit de pousser et je repousse, mais j'entends pas Chloé pleurer. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'entends qu'ils aspirent. Puis là, je me rappelle méconium, machin, bon, Mmh. faut aspirer, ça paraît plus logique. Et là, elle se met à pleurer. Je regarde mon mari est en train de pleurer et moi j'ai un petit peu les larmes aux yeux. Là-dessus, ils me la donnent, ils me la mettent, sur mon épaule, du coup elle me regarde, elle a la tête, au niveau de ma tête et du coup, je lui fais un bisou et elle s'arrête de pleurer. Mmh. Je me rends pas compte que le temps passe, mais en fait, ils m'ont recousue pendant que j'avais Chloé, sur moi. OK, super. Et ils ont fait sortir, papa et Chloé juste au moment de recoudre, sur le dessus, donc la couche superficielle de la peau. Et donc là, elle me demande, elle passe au-dessus du champ opératoire et elle me dit: «Qu'est-ce que je vous fais? Des points ou des agrafes?» Je lui dis: «Vous, vous êtes plus à l'aise avec quoi?» «Des agrafes». «Beh, faites les agrafes». Mmh. Du coup, ils m'ont fait les agrafes, ils m'ont nettoyée et ils m'ont retransférée sur le lit qui sera mon lit d'hospitalisation. Et je retourne dans la chambre, dans la salle de travail dans laquelle j'ai passé tout mon accouchement et quand j'arrive, j'ai Chloé, qui est en peau à peau avec papa et du coup, j'apprends plus tard qu'en fait, ils ont coupé le cordon ultra long, pour que papa puisse couper le cordon. OK. Voilà. Puisse le recouper du coup. Ouais, le recouper à la bonne taille. Voilà et là-dessus, j'arrive et on me dit: «Ah beh, madame Guichard, de toute façon, vous auriez galéré, hein, parce que bon, 4 kg 100 quand même». Mmh. Voilà et c'est fini. Yes. Et ben, merci beaucoup, Anaïs. C'est vrai que c'est, du coup, voilà, c'est un accouchement qui était pas comme tu le voulais, mais je trouve que ta maternité, tout le long, a été relativement respectueuse et à l'écoute et ils t'ont pas brusquée, en fait. À chaque fois, ils ont attendu que tu sois prête et je sais pas, du coup, comment tu as vécu cet accouchement au final, si tu veux nous partager un petit peu? Sur le moment, j'avais une énorme sensation d'échec, Mmh mh. parce que de un, j'ai été déclenchée et de 2, j'ai pas fait de beau gosse. Mmh. Donc pour moi, j'avais échoué et j'avais pas accouché. On m'avait accouché. Et c'est là que la sage-femme de la nuit, Sabrina, que j'ai vue le jour qui était de garde de nuit aussi, le jour de ma sortie, donc ma dernière nuit à la maternité, m'a beaucoup aidée là-dessus parce qu'elle m'a dit: «Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez fait. La plupart des femmes qui ont une péridurale, s'arrêtent à la péridurale, en fait Mmh. et elles arrivent à aller sur une voie basse, mais vous, vous aviez quand même l'histoire pesante, psychologiquement, voilà, qui peut expliquer que potentiellement psychologiquement, j'ai pas assez lâché prise pour, accoucher voix basse et j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai aidé le corps médical, j'ai pas attendu que mon accouchement se passe. Donc j'avais pas à culpabiliser. Que, je m'étais donné toutes les chances possibles pour faire un accouchement, voix basse et après j'ai quand même eu une belle césarienne. Sur le moment, je vivais mal. Mais j'ai quand même eu une belle césarienne, dans le sens où j'ai été quand même actrice de ma césarienne. Mmh mh. Hem,
Et j'ai eu quand même une césarienne côte verte ultra belle, quoi. Enfin, j'ai gardé mon bébé avec moi dès le début. Ouais. J'ai jamais été séparée. J'ai été séparée de Chloé 10 minutes, quoi, en tout. Quand ils ont recousu la couche superficielle et qu'elle faisait du poids à poids avec papa. Mais sinon, derrière, j'ai jamais été séparée de ma fille. Mm, Euh, Là-dessus, je pense que je peux que les remercier de l'accouchement qu'ils m'ont donné. mm, mm. Et donc, tu disais au début, tu l'avais vécu comme un échec. Et maintenant, 4 mois après, t'en es où? 4 mois après, c'est compliqué. Ouais. Sincèrement, je ne suis pas sûre de vouloir d'autres enfants. Et c'est bête, mais aujourd'hui, j'ai peur d'accoucher basse. D'accord. Ouais. J'ai- L'accouchement fait que j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Mhm. J'ai peur de réaccoucher, de re-être déclenchée. Et psychologiquement, les seuls moments où j'arrive à me dire que j'aurai peut-être un deuxième enfant, c'est en me disant que je ferai une césarienne programmée. Ok. Euh, voilà. Donc, Après, ça peut être aussi, tu vois, bah, comme au tout départ finalement pour Chloé, c'est-à-dire au moment où le déclenchement se profilait, tu l'avais déjà envisagé cette césarienne programmée en fait. Donc éventuellement, s'il y a un deuxième, mais tu verras en temps voulu, là c'est beaucoup trop tôt, ça peut être bah, soit ça démarre tout seul et ok, on tente la voix basse, ou ça démarre pas, et dans ces cas-là, on fait pas de déclenchement, on passe en césarienne programmée. on verra bien de toute façon. C'est pas d'actualité. Mais maintenant, et puis je vois que j'aime énormément la maternité, j'aime énormément passer le temps que je passe avec Chloé. C'est dur pour moi là, le passage à la nounou parce que bah, je me dis que je vais pas être forcément la première à avoir toutes les étapes. Donc, j'ai pas non plus envie d'avoir un deuxième enfant au détriment de ma relation avec Chloé parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas capable. Oui, Donc, en même temps, elle a que 4 mois, donc c'est normal, hein. C'est mais normal. on verra plus tard. Mais pour nous, en Oui. tout cas, ouais. Après, plus ça va, plus j'accepte l'accouchement que j'ai eu. Je me dis qu'au final, j'ai quand même eu un bel accouchement césarienne. Mm. Ma césarienne s'est bien passée. Je me suis très bien remise de ma Mm. césarienne, ce qui a aussi aidé que je vive mieux. Mm. Parce que au bout de 15 jours, mon mari était de nouveau en déplacement à l'étranger. Donc, j'avais pas de choix que de gérer. Euh, mais du coup, je pense que ça aide aussi au fait que j'accepte de plus en plus mon accouchement. Ouais, oui, oui, et puis le temps fait beaucoup pour ça aussi. Et est-ce que le fait d'être dans Objectif Naissance, qui est du coup quand même à la base plutôt pour les accouchements sans péridurale, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé ou au contraire ça a été un frein vu que toi tu avais vécu une césarienne? Au début, j'ai culpabilisé. D'ailleurs, pendant mon accouchement, j'ai pas, j'ai hésité à dire aux filles sur le groupe que j'avais pris la péridurale Mhm. parce que j'avais un peu honte au début. Mais en fait, au final, ça m'a plutôt aidée parce qu'il y a une sororité et un manque de jugement. Enfin, on ne juge pas du tout dans le groupe. Et puis, il y a toute une communauté. En fait, ça m'a permis d'avoir des conseils de maman que j'avais connues dans le programme, Noémie au mois de décembre ou Anne-Sophie en janvier, qui avait elle aussi eu des césariennes, qui du coup m'ont accompagnée pendant cette période-là. Euh, Psychologiquement, elles m'ont beaucoup aidée. Et c'était des personnes que j'ai rencontrées grâce au programme. Ouais. Et derrière, l'accompagnement que tu as pu faire aussi de gérer bah, derrière la montée d'hormones, etc., les suites de couches, je pense que sans objectif naissance, j'aurais beaucoup plus mal vécu. Mm. Là, j'avais un endroit avec des gens avec qui en parler, sans culpabilité et sans jugement. Ouais. Et qui savait que c'était pas ce que tu voulais à la base et qui n'était pas aussi dans le discours oui bah c'est pas grave, t'as eu ton bébé, Ouais, y a ça quelque a chose, quoi. été, ma mère a été beaucoup dans le, c'est pas, bah, si, tout s'est bien passé puisque Ouais. tu es en bonne santé et Chloé est en bonne santé, donc tout s'est bien passé. Non, j'estime qu'en 2024, on peut prétendre à autre chose que juste être en bonne santé, nous et notre bébé, après un accouchement. Quand j'ai fait mon rendez-vous postpartum, ils m'ont diagnostiqué un stress post-traumatique dû à mon séjour à la maternité. Ah oui, il y a eu ça aussi, ouais. C'est-à-dire que l'accouchement, le personnel est ultra respectueux et ça s'est bien passé avec le personnel. Ils ont été ultra accompagnants dans l'écoute et dans le respect de nos désirs. Par contre, le séjour à la maternité s'est tellement mal passé que j'ai eu du mal à retourner faire mes contrôles derrière et qu'ils estiment que j'ai un stress post-traumatique. Et ils estiment surtout ça normal.
Je vois pas à quel moment c'est normal, heu, Mmh. d'avoir le même traumatisme que quelqu'un qui part à la guerre alors qu'on a juste été accouchés, en fait. Ouais. Et J'espère qu'ils vont pouvoir améliorer ça. Ça mériterait qu'on en parle, mais ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux futures mamans qui attendent un bébé? prenez Objectif Naissance, ne serait-ce que pour, la sororité. Ça, c'est un truc, on se le dit encore beaucoup avec les filles parce qu'on est encore en contact beaucoup. Hem, Ça crée des vraies amitiés, hein. ouais, en fait, c'est juste d'avoir un endroit où on peut parler bébé. Déjà, on fera chez personne puisque tout le monde pense bébé. Mmh. Alors que dans la vraie vie, bah, c'est pas qu'on les embête, mais c'est que bon, les gens, ils ont aussi leur vie, ils pensent à autre chose. Donc Ouais. là, il y a tout le temps quelqu'un pour parler bébé, peu importe l'heure. Donc même quand à 3 heures du mat, on est réveillé, quand on est enceinte, il y a quelqu'un pour parler et il y a pas de jugement, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie et d'envie dans notre société et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le groupe d'Objectif Naissance, en fait, dans le groupe de mamans et donc ça permet vraiment de faire des rencontres plus profondes Mmh. et un accompagnement de la grossesse plus en douceur, je trouve. OK. Bah, merci beaucoup. Donc du coup, malgré ta césarienne et le fait que ça se soit pas vraiment passé comme tu avais prévu, tu regrettes pas d'avoir pris, Objectif Naissance? Non, mais si jamais je suis enceinte d'ailleurs, il faudra que je regarde tes conditions générales de vente, qu'est-ce qui se passe si je fais une fausse couche? Parce qu'en vrai, à partir du moment où le test de grossesse est positif, il y a moyen que pour le prochain, je prenne Objectif Naissance dès le début. OK, bah, écoute, il y a pas de souci, tu m'envoies un petit message et puis, puis on en discute. OK. Ça marche. Merci beaucoup Anaïs et je vous souhaite, une belle continuation et puis une bonne reprise du travail puisque je sais que tu reprends le travail très bientôt. Bah, c'est déjà même un petit peu commencé. Donc, bonne continuation à toi. Merci, à toi aussi. Au revoir. Salut!